plaisir d'être ici avec vous. Je viens vous présenter une étude de cas qui s'est déroulée dans l'industrie de l'assurance avec des agents de service à la clientèle. Et on s'est intéressé à la question d'essayer de comprendre la charge de travail. Premièrement, la charge de travail, c'est un vieux concept, sauf que depuis quelques années, on se rend compte que ça devient une préoccupation de plus en plus importante, entre autres dans un contexte d'intensification du travail. Et on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'évaluation très fiable qui existe sur le phénomène de la charge de travail. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des outils plus de nature psychologique qui ont été développés au cours des années. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent d'évaluation en termes de perception de charge de travail. Alors, notre objectif, c'est grosso modo de comprendre la charge de travail à travers l'activité quotidienne des personnes à l'intérieur du contexte dynamique. En d'autres mots, au quotidien, quand ils sont à leur poste de travail, qu'est-ce qui se passe, comment se déroule le travail et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a du débordement, à un moment donné, il n'y en a pas. Il faut préciser que notre préoccupation n'était pas ici d'aller mesurer qu'est-ce qui est de la sous-charge ou de la surcharge, mais vraiment, dans un premier temps, d'aller comprendre qu'est-ce qui rentre en ligne de compte lorsqu'on parle de la charge de travail. Donc, on voulait définir les composantes de la charge de travail, cerner les facteurs qui influencent directement ou indirectement la charge de travail. Et finalement, on avait une grosse préoccupation de transfert des connaissances dans les milieux. On s'est inspiré très étroitement du modèle classique de l'analyse de l'activité, où on a concentré nos efforts vraiment sur, concrètement au quotidien, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est qu'habituellement, dans les organisations, lorsqu'il y a un problème de débordement, par exemple, on va aller voir au niveau des tâches, on va aller voir au niveau des objectifs de production, des nombres de dossiers ou peu importe, mais c'est simplement un aspect plus théorique. Donc, notre objectif, c'était vraiment, avec les outils d'analyse de l'activité, donc de l'observation, de l'autoconfrontation, des entrevues de groupe, vraiment aller essayer de saisir la réalité du travail des personnes pour après ça être capable d'en extraire des éléments qui nous aideraient à mieux comprendre qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, le travail devient plus ou moins complexe à gérer. C'est un peu comme un iceberg. La partie qui est visible et que tout le monde verbalise très facilement, c'est la quantité de travail et le temps pour faire le travail. Donc ça, souvent, dans les milieux, ça ressort beaucoup en disant « Ah, il y a trop d'appels » ou « il y a trop de dossiers à traiter pour le temps qu'on a à faire » ou « je manque de temps pour faire tout ce que j'ai à faire ». Or, ce qu'on se rend compte, c'est que c'était la partie vraiment qui se verbalise facilement. Quand quelqu'un est débordé, il le verbalise comme ça, mais à travers notre analyse de l'activité, on a été capable d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ces éléments-là. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la quantité de travail, c'est un facteur important. Que ce soit en termes de nombre d'opérations, la qualité puis la quantité d'informations, puis la pression temporelle pour agir. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait toute une partie aménagement du travail qui venait plus ou moins aider au travailleur ou parfois court-circuiter son activité. J'ai illustré ici un petit peu les différents facteurs qui sont ressortis. Il y a un aspect qui ressort en termes d'outils de travail. On voit notamment, peut-être j'ai moins parlé du contexte d'agent de service à la clientèle, mais c'est un ou une personne, un opérateur ou une opératrice qui est au téléphone avec un ordinateur dans lequel il y a une méga banque d'informations où toute l'information nécessaire pour répondre aux clients est présumée être disponible dans le système. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est une base de données très intéressante avec beaucoup d'informations, mais en même temps, l'information, elle peut être en fonction de la demande du client, elle peut être n'importe où dans cette architecture-là. Et parfois, dépendant du contexte du client, on va avoir deux informations dans le système qui vont être contradictoires. Et là, il y a toute une opération d'essayer de se valider laquelle on doit donner, laquelle est la bonne, laquelle n'est pas adaptée. Et donc, l'adéquation de l'outil dans ce contexte-là est très importante. Un autre aspect, c'est toute la
la multiplication des demandes. Ce qu'on a vu, c'est que les demandes, comme un service d'appel, c'est quelque chose qui est très exigeant, dans le sens que des fois, les demandes ne sont pas claires par le client. Des fois, le client est enragé parce que, il n'est pas satisfait du service. Bien, il y a tout un aspect émotif à gérer qui vient complexifier les demandes, qui vient parfois rendre un peu confus la demande du client. Et donc, il y a plein de stratégies qu'il faut mettre en place pour réussir, d'une part, à comprendre la demande et d'autre part, à donner une réponse qui assure la qualité du service, etc. En troisième lieu, c'est toute la question de l'adéquation entre les attentes qui sont données à la personne et les moyens qui sont à disposition. Alors, en gros, les attentes, on demande au service à la clientèle d'offrir un service de qualité impeccable, de prendre le temps nécessaire pour répondre à chaque client, pour s'assurer qu'il a bien toute l'information. Mais en même temps, pour des considérations très justifiées en termes de gestion, on impose des normes et des procédures à suivre, notamment des procédures en termes de qualité, donc s'assurer qu'on suit un protocole. Et on impose aussi un temps. Donc, dans l'entreprise où on était, l'opérateur devait respecter une moyenne de 4 minutes par appel durant sa journée. On a vu aussi des appels qui prenaient parfois jusqu'à 30 minutes pour répondre aux besoins du client. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'impératifs qui se produisent et en même temps, il y a toujours cette norme-là qui est pendante au-dessus de la tête de la personne et qui, en passant, est l'objet de l'évaluation. Donc, on évalue la performance de l'agent de service à la clientèle en fonction de données très quantitatives telles que la moyenne de temps au téléphone, le nombre d'appels par jour, etc. C'est des nombres que le système informatique très complexe est capable de fournir de façon très précise. Alors cet élément-là, il rentre aussi dans le sentiment d'être débordé, dans les stratégies qu'on met en place pour s'assurer de rentrer dans les critères tout en offrant la qualité du service. Le quatrième élément, c'est toute la question du temps et de la complexité du travail. Cet aspect de complexité-là, il ressort beaucoup et on voit notamment que durant la journée, les gens doivent répondre à un certain nombre d'appels au téléphone qui est imposé par un système et non que les gens prennent ou non le choix de gérer un appel. Et ce qu'on voyait aussi, c'est qu'ils doivent faire ce qu'ils appellent un suivi des demandes. Et il y avait un temps prévu pour ça. Ce qu'on se rend compte, c'est que cette étape-là de suivi est beaucoup plus complexe. Et les gens, en gros, ils passaient à peu près 75% de la journée à répondre à des appels téléphoniques. Mais dans les faits, on s'est rendu compte que dans le quart de leur journée de travail, ils faisaient 2 et 3 choses en même temps. Donc, ce qu'on voyait notamment, qui est bien révélateur, c'est pendant que je suis au téléphone avec Mme Tremblay, j'en profite pour rédiger ma lettre à M. Poulet. Et donc, c'est comme un travail en simultané qui est très exigeant. On a vu, entre autres, la rédaction d'une lettre qui s'est faite en 10 minutes. Mais ce 10 minutes-là était à 16 reprises. Donc, c'est constamment un aller-retour qui, d'un point de vue organisationnel, est fantastique parce que notre personne est hyper productive. Mais en même temps, en termes de coût pour l'individu, c'est un aspect relativement exigeant. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'aspect d'aménagement temporel du temps, puis l'estimation de la complexité de certaines tâches, oblige la personne à se donner des stratégies qui ont un coût pour l'individu, puis qui ont un coût, des avantages aussi pour l'organisation. L'élément suivant, c'est tout ce qu'on a appelé soutien social. On s'est rendu compte notamment que dans ce travail-là, on utilise des systèmes informatiques relativement complexes qui compilent des données sur à peu près tout, sur les temps morts, sur le temps d'appel, sur le temps de gestion de dossiers, etc. Et on se rend compte que les supérieurs immédiats
doivent gérer une quantité astronomique d'informations générées par le système. Et souvent, ils ont peu de contact avec les gens sur le plancher qui font les appels. Et pour des raisons sans doute très pertinentes d'un point de vue stratégique, on est passé au cours des dernières années de contremaîtres ou de superviseurs qui étaient des gens qui avaient progressivement monté à partir du plancher à des gestionnaires professionnels qui connaissent bien les processus de gestion, mais souvent très peu la réalité du travail des agents. Dans la mesure où on ne connaît plus la réalité du travail et on a accès à une quantité très importante d'informations sur les performances, en tout cas selon les critères établis, l'évaluation de la performance des agents se faisait principalement à partir des données comme le temps d'appel, etc. Et récemment, j'ai vu dans une autre entreprise où ces superviseurs-là devaient à chaque matin aller rencontrer leur propre supérieur pour expliquer pourquoi il y avait eu des écarts entre la norme de 4 minutes et le temps effectif de chaque employé. Alors, on est dans un environnement où les data sont maîtres de tout et l'aspect de tout soutien humain est beaucoup plus difficile. Combiné à ça, et pour des raisons encore une fois justifiées d'un point de vue de la performance, il y a une politique à l'interne dans le service où on était, où les agents n'ont pas le droit de se parler entre eux. Donc, c'est une personne avec son poste de travail qui son client. Alors, le soutien social entre collègues est comme un peu affecté par ça. Finalement, le dernier facteur qu'on peut considérer, c'est toute la question des leviers pour faire le travail. Donc, les gens sont, par exemple, imputables d'un résultat par rapport à une attente d'un client. Donc, les agents de service à la clientèle, c'est souvent la seule personne avec qui le client va interagir. Et donc, l'agent de service à la clientèle est imputable de résultats envers le client, mais souvent, il n'a pas la marge de manœuvre pour pouvoir, par exemple, aller chercher l'information. Il doit relayer ça, par exemple, au service de contentieux ou peu importe. Et il n'a plus le contrôle sur le temps de réponse, sur les aspects plus émotifs qui sont impliqués dans la gestion du dossier du client. Alors, ce qu'on voit à travers cette interaction de facteurs-là, c'est que l'aspect quantité, l'aspect temps est omniprésent, mais en même temps, il y a plusieurs éléments dans l'organisation du travail qui, en fonction du contexte qui est rencontré, des fois vont être performants, d'autres fois vont créer des situations problématiques. Et c'est cet élément-là qui, en tout cas dans le milieu, semble particulièrement porteur parce qu'on en vient à dire « Ah, peut-être que si je garde par exemple l'exemple du soutien social, bien, peut-être qu'il y a des pistes intéressantes pour essayer de mieux encadrer nos personnes, être capable d'agir d'une façon beaucoup plus ciblée que simplement dire on va rajouter des ressources. » Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises qui ont rajouté des ressources, l'effet est très mitigé. Par contre, si on est capable d'identifier à partir de ces facteurs-là, d'extraire des petites solutions concrètes, ce qu'on se rend compte, c'est que dans le milieu, ils voient beaucoup de potentiel lié à ça. Et donc, quand on parle de la charge de travail, on se rend compte que oui, il y a un aspect de quantité, oui, il y a un aspect de temps, mais il y a aussi une façon de repenser le travail qui risque d'être plus porteur et d'avoir des retombées plus efficaces. Donc, l'évaluation de la charge n'est pas seulement une question de quantité, ça cache souvent des problèmes de cohérence dans l'organisation du travail. Puis il y a des facteurs organisationnels qui sont très clairs. Il faut voir aussi que lorsqu'on regarde l'activité de travail, il y a souvent des décisions d'un point de vue de gestion qui sont tout à fait justifiées derrière ça. Donc, ce n'est pas nécessairement de voir ces incohérences-là comme des aberrations extrêmes, mais d'être capable, en prenant mieux en compte la réalité du travail, on va être aussi capable d'intégrer d'autres aspects.